le silence assourdissant qui a envahi la pièce à ce moment-là. 23 paires d'yeux plantés sur moi comme des couteaux. Ma belle-fille, avec un sourire aux lèvres et du venin dans la voix, venait de me traiter de voleuse devant toute la famille. Mais elle ignorait une chose, j'avais un secret qui détruirait sa vie parfaite en quelques secondes. À cet instant, mes mains tremblantes tenant le cadeau que j'avais acheté pour mon unique petit-fils, j'ai réalisé que 3 ans de petites humiliations avaient pris fin. Moi, Marianne Beaufort, 64 ans, veuve respectée dans toute Nice, je n'aurais jamais imaginé devoir installer des caméras dans ma propre maison pour prouver mon innocence. La vérité que j'ai découverte était bien plus dévastatrice que n'importe quelle accusation. C'était un dimanche ensoleillé de mai, lorsque ma maison sur la promenade des Anglais, celle qui gardait tant de souvenirs de mon défunt mari Pierre, était pleine pour le 5e anniversaire de mon petit-fils Louis. L'odeur des madeleines fraîchement sorties du four parfumait l'ambiance tandis que j'observais, du coin de la pièce, comment Camille, l'épouse de mon fils unique Jacques, se déplaçait parmi les invités comme une reine dans son château. Il y a 3 ans, quand mon fils l'a rencontré à l'hôpital où il travaille comme médecin, quelque chose me disait que ses yeux émeraudes cachaient des secrets. Camille, avec ses 32 ans, ses cheveux dorés et le charme typique des femmes du sud de la France, a rapidement conquis mon fils. En moins de 6 mois, ils étaient mariés, et peu après est arrivé Louis. Je n'ai jamais remis en question cette précipitation, après tout, l'amour est parfois pressé. Mais peu à peu, quand les caméras des téléphones n'étaient pas pointées sur nous, je voyais comment son sourire disparaissait en me voyant. Les petits commentaires acides murmurés, les visites de plus en plus rares, et la façon dont elle m'isolait lors des réunions familiales. Jacques, ta mère est déjà âgée, peut-être qu'elle est confuse, disait-elle quand je mentionnais des objets qui disparaissaient de ma maison après ces visites. D'abord, ce fut la broche en perles que Pierre m'avait offerte pour notre 30e anniversaire. Puis, de petits bijoux, de l'argent du tiroir, et enfin, l'alliance de mariage que je gardais dans une boîte à musique, le dernier souvenir physique de l'amour de ma vie. Quand j'ai mentionné ces disparitions, Camille a suggéré à Jacques que j'avais peut-être besoin d'un suivi médical pour ma mémoire fragile. Cet après-midi-là, j'ai offert au petit Louis une montre de poche dorée qui avait appartenu à mon père, puis à Pierre, et que je gardais pour mon petit-fils. Un Beaufort doit connaître la valeur du temps, mon petit, lui ai-je dit en embrassant son front. C'est alors que Camille a traversé la pièce dans ma direction, ses talons marquant le plancher en bois comme un métronome annonçant une tempête. Qu'est-ce que vous pensez faire? Sa voix a coupé le brouhaha des conversations comme un rasoir. Cette montre a disparu de notre chambre il y a 2 mois. Comment osez-vous? Le silence a envahi la pièce. Jacques s'est approché, confus. Camille, que se passe-t-il? Ta mère, elle m'a pointé du doigt, la voix tremblante d'une indignation théâtrale trop parfaite pour être authentique, a pris la montre de ton grand-père que tu gardais pour Louis. Elle est entrée dans notre maison et l'a volée. 23 invités se sont arrêtés pour assister au spectacle. Mon fils, déchiré entre 2 loyautés, semblait perdu. Maman? Le doute dans ses yeux a été la pire douleur que j'ai jamais ressentie. Jacques, cette montre a toujours été à moi. Ton père voulait que je la garde pour Louis. Menteuse. Camille a élevé la voix. Tout le monde sait que vous entrez dans les maisons pour prendre des souvenirs. La voisine Madame Rousseau m'a parlé de sa broche disparue après votre visite. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. 3 ans d'insultes silencieuses, d'objets disparus, de regards compatissants de mon propre fils. Tout a culminé dans ce moment où j'ai été traitée de voleuse devant des personnes qui me connaissaient depuis des décennies. J'ai 64 ans et jamais, de toute ma vie, je n'ai eu besoin de voler quoi que ce soit à qui que ce soit, ai-je dit, avec un calme qui m'a surprise moi-même. Et c'est dommage que je doive le prouver. J'ai pris mon sac, sorti mon téléphone portable et regardé tous les gens dans la pièce. Il y a 2 mois, j'ai installé des caméras chez moi. Et dans des endroits que vous n'imagineriez jamais. Le visage de Camille a perdu toute couleur. Jacques a froncé les sourcils, surpris par ma confession. Maman, pourquoi aurais-tu fait ça?
Parce que quand on vit seul et que des choses commencent à disparaître, on doit se protéger. Ou peut-être, j'ai regardé directement Camille, faut-il protéger la vérité? Imaginez-vous ce que les caméras ont révélé? Ce qu'une femme de 64 ans a découvert qui était si dévastateur au point de changer complètement le destin d'une famille? Continuez à regarder pour découvrir comment une simple caméra cachée a démasqué non seulement un vol, mais un réseau de mensonges qui menaçait de détruire tout ce que j'aimais le plus. 2 semaines avant cette fête fatidique, par un matin pluvieux typique du printemps à Nice, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Après avoir remarqué la disparition de mon alliance, ce dernier lien physique avec Pierre, quelque chose en moi a refusé de continuer à accepter les insinuations de sénilité. Monsieur Lefebvre, un vieil ami de Pierre qui avait travaillé dans la sécurité pendant des décennies, a discrètement installé 3 caméras dans ma maison. Une dans le salon, une autre dans le couloir menant à ma chambre, et la dernière, qui s'avérerait être la plus révélatrice, cachée dans un vase ancien dans mon bureau, où je gardais mes bijoux restants et mes documents importants. Madame Beaufort, je ne pense pas que ce soit de la paranoïa, dit-il, tout en ajustant le dernier dispositif. Faites confiance à votre instinct. Pierre disait toujours que vous aviez un 6e sens pour lire les gens. Le nom de mon mari, même après 7 ans de son départ, me procurait encore une chaleur réconfortante dans la poitrine. Pierre avait été un médecin respecté à l'hôpital universitaire de Nice, où notre fils Jacques avait suivi ses pas. Comment aurait-il géré Camille? Cette question me hantait constamment. 3 jours après l'installation des caméras, j'ai eu la première preuve. C'était jeudi, le jour où Camille était censée déposer Louis à la crèche puis faire des courses au marché local. Cependant, à 10h27 du matin, mon téléphone a vibré avec une alerte de mouvement. Dans la vidéo, j'ai vu ma belle-fille entrer calmement chez moi en utilisant la clé que nous avions donnée à Jacques pour les urgences. Elle se déplaçait avec une familiarité inquiétante à travers les pièces, comme si elle avait déjà fait ce parcours de nombreuses fois auparavant. Elle s'est dirigée directement vers mon bureau, ignorant toute autre partie de la maison. Pendant 20 minutes, je l'ai observée fouiller méthodiquement mes tiroirs, examiner chaque bijou, chaque document. Son expression était différente de tout ce que j'avais vu auparavant, froide, calculatrice, sans aucune trace de la douceur apparente qu'elle affichait lors des réunions familiales. Quand elle a trouvé une petite boîte contenant quelques euros que je gardais pour les urgences, elle n'a pas hésité à les empocher. Mais ce qui m'a vraiment laissé stupéfaite, c'est ce qui s'est passé ensuite. La sonnette a retenti. Camille a sursauté, vérifié son téléphone et sourit. Rapidement, elle a arrangé ses cheveux et s'est dirigée vers la porte. À travers la caméra du salon, je l'ai vue accueillir un homme que je connaissais très bien, Philippe Martin, un collègue de travail de Jacques, pédiatre respecté et parrain de Louis. Elle a des soupçons. Je dois être plus prudente, l'ai-je entendu dire tandis qu'elle le conduisait directement vers le canapé de mon salon. La vieille dit que des choses disparaissent, mais Jacques pense que c'est juste sa confusion mentale. Philippe l'a attirée vers lui, l'embrassant d'une manière qui révélait une intimité établie depuis longtemps. « Combien de temps allons-nous continuer comme ça ?» a-t-il demandé, tandis que ses mains parcouraient le corps de l'épouse de mon fils avec une familiarité déconcertante. « Patience, mon amour, a-t-elle répondu, déboutonnant sa chemise. « J'ai presque tout planifié. L'appartement à Cannes est presque prêt, il est à mon nom, caché dans la société offshore que nous avons créée. Quand nous aurons réussi à transférer le reste de l'argent du cabinet et que j'aurai garanti que l'héritage de la vieille revienne à Louis, c'est-à-dire à moi en tant que tutrice légale, nous pourrons partir. » Dans les semaines qui ont suivi, enregistrement après enregistrement, j'ai assisté avec horreur au déroulement d'un plan méticuleux. Camille ne me volait pas seulement, elle et Philippe détournaient systématiquement de l'argent du cabinet privé que Jacques avait construit avec tant d'efforts. Utilisant l'accès au compte que mon fils lui avait confié, il transférait régulièrement de petites sommes vers un compte aux îles Caïmans. Plus troublant encore était la façon dont il planifiait mon avenir. Lors d'une des visites, j'ai entendu Camille commenter « J'ai trouvé une maison de retraite dans les environs de la ville. Un endroit discret, peu de personnel.
Parfait pour quelqu'un qui commence à développer une démence opportune. J'ai déjà parlé avec un médecin ami qui peut t'aider avec le diagnostic. Ce qui me blessait le plus n'était pas les plans contre moi, mais de voir comment il trompait Jacques, mon fils qui travaillait 12 heures par jour à l'hôpital, qui rentrait épuisé à la maison, simplement pour être accueilli par une façade d'amour et de dévouement. Un homme bon manipulé par deux personnes en qui il avait aveuglément confiance. À chaque visite clandestine, Camille emportait quelque chose, de l'argent, des bijoux, des objets de valeur sentimentale. La montre de Pierre, celle-là même que je prévoyais d'offrir à Louis, a été emportée par un après-midi pluvieux d'avril, une semaine avant la fête. Pendant que je regardais ces enregistrements, seul dans ma chambre avec les rideaux fermés et le poids de la vérité écrasant ma poitrine, je me demandais, comment révéler cela à mon fils sans le détruire complètement? Comment le protéger de la double trahison de son meilleur ami et de la femme qu'il aimait? La réponse est venue de la manière la plus inattendue. Dans le dernier enregistrement, 3 jours avant la fête, Philippe a mentionné quelque chose qui a glacé mon sang. Et si elle a déjà découvert quelque chose? Ne serait-il pas plus simple de simplement accélérer les choses? J'ai accès à des médicaments qui ne laisseraient pas de traces. Camille a brièvement hésité avant de répondre, ne sois pas idiot. Un accident maintenant soulèverait des soupçons. Nous devons être patients. Elle l'a embrassé à nouveau. De plus, nous avons une fête d'anniversaire à organiser, n'est-ce pas? Ce sera l'occasion parfaite pour planter une nouvelle graine de doute sur la santé mentale de la chère grand-mère. C'est alors que j'ai compris que je n'avais plus le choix. Il ne s'agissait pas seulement de moi, il s'agissait de protéger mon fils et mon petit-fils de personnes capables d'envisager un meurtre avec la même désinvolture qu'on planifie un dîner. Je n'ai parlé à personne des enregistrements. Je n'ai pas consulté d'avocat ni alerté Jacques. J'ai décidé d'attendre le moment où Camille montrerait son vrai visage devant tout le monde, et alors je révélerai la vérité qui se cachait dans les ombres. Et ce moment est arrivé plus vite que je ne l'imaginais, avec une accusation publique qui visait à m'humilier devant tous ceux qui connaissaient mon caractère. Mais qu'est-il arrivé quand j'ai révélé que j'avais des preuves? De retour dans cette pièce tendue, avec toute l'attention tournée vers moi et mon téléphone portable, je pouvais sentir mon cœur battre contre mes côtes comme un oiseau essayant désespérément de s'échapper de sa cage. Mes doigts tremblaient légèrement sur l'écran tactile, mais ma résolution était inébranlable. 3 ans de petites humiliations m'avaient endurci plus que Camille ne pouvait l'imaginer. L'expression de ma belle-fille oscillait entre l'incrédulité et une peur primitive qu'aucun de ces masques sociaux ne pouvait dissimuler. Le parfum coûteux qu'elle portait, celui que Jacques lui avait offert pour leur anniversaire de mariage, semblait soudain trop lourd, essayant presque, comme si même les odeurs de la pièce réagissaient à la tension palpable qui s'y installait. « De quoi parlez-vous, Marianne ?» Elle a essayé de reprendre le contrôle, forçant un rire qui sonnait faux dans le silence oppressant. « Des caméras ? C'est ridicule. Jacques, ta mère a clairement besoin d'aide médicale. » Son ton était celui qu'on utiliserait pour parler d'un animal blessé, mêlant pitié feinte et condescendance à peine voilée. Les invités échangeaient des regards gênés, incertains de la façon dont ce drame familial allait se dénouer. Mon fils, toujours le pacificateur, un trait qu'il tenait de son père, s'est approché de moi avec cette prudence clinique que je reconnaissais. Ses pas mesurés sur le parquet ciré résonnaient comme un compte à rebours. Ce regard qu'il me lançait, mi-inquiétude, mi-pitié, était exactement celui que Camille avait patiemment cultivé au fil des années, goutte à goutte, comme un poison lent. « Maman, parlons en privé, d'accord ?» Sa voix douce, professionnelle, certainement la même qu'il utilisait avec des patients agités à l'hôpital. Cette voix qui ne m'était pas destinée, qui appartenait à un monde où j'étais devenue une patiente, un problème à gérer plutôt qu'une mère à écouter. C'est alors que j'ai repéré Philippe dans un coin de la pièce, à moitié dissimulé derrière un groupe d'invités. Une coupe de champagne figée à mi-chemin de ses lèvres, les yeux fixés sur moi comme un animal pris au piège dans les phares d'une voiture. Pendant un bref instant, j'ai vu la panique pure traverser son visage habituellement si composé. Il a fait un léger signe à Camille, un mouvement presque imperceptible, une légère inclinaison de tête,
un regard appuyé, que personne n'aurait remarqué sans savoir précisément quoi chercher. Non, Jacques, ai-je répondu, ma voix trouvant une fermeté que je ne me connaissais pas. Cela se passe ici et maintenant. Pendant 3 ans, j'ai été traitée comme une vieille femme sénile, manipulable, voire kleptomane. J'ai vu les regards, entendu les murmures, ressenti la pitié. Maintenant, tout le monde verra la vérité. La lumière dorée de l'après-midi qui filtrait à travers les grandes fenêtres semblait soudain trop vive, presque accusatrice. Chaque visage dans la pièce était figé dans une expression différente d'anticipation. L'air était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Toute la pièce a retenu son souffle collectivement lorsque j'ai sorti un câble de mon sac préparé à l'avance, car je savais que ce moment arriverait tôt ou tard. J'ai connecté mon téléphone à la grande télévision qui dominait le mur du salon, un cadeau que j'avais offert à Jacques à Noël dernier, ironiquement payé avec l'argent que Pierre avait économisé pour nos vieux jours. Camille, ai-je appelé avec un calme qui contrastait violemment avec le tumulte intérieur qui me déchirait, pourquoi ne racontes-tu pas à tout le monde ta visite chez moi jeudi avant-dernier? Pendant que Louis était à la crèche et que tu étais censé faire des courses au marché Coursaléa? La précision de ma question a fait mouche. Le sang a complètement quitté son visage, laissant ses joues habituellement rosées d'un blanc cadavérique. Ses yeux émeraudes, d'ordinaire si calculateurs, s'écarquillèrent comme ceux d'une biche surprise par un chasseur. Jacques a regardé sa femme avec une confusion grandissante, cherchant dans ses traits une explication que son esprit refusait déjà d'accepter. Je suis juste passé rapidement chercher ce livre de recettes que tu m'as prêté, tu te souviens? Sa voix habituellement mélodieuse s'était transformée en un murmure étranglé, presque méconnaissable. La recette des madeleines, ai-je acquiescé, mon doigt naviguant délibérément dans l'application de la caméra de sécurité, chaque tape sur l'écran résonnant comme un coup de marteau sur un clou final. Voyons exactement comment s'est déroulée cette visite culinaire. Le son de la télévision qui s'allumait sembla assourdissant dans le silence de plomb qui s'était installé. Quand la vidéo a commencé à défiler, montrant Camille entrant furtivement chez moi, regardant nerveusement autour d'elle avant de se diriger vers mon bureau avec une assurance qui trahissait l'habitude, puis fouillant méthodiquement dans mes tiroirs avant d'empocher plusieurs billets, un murmure collectif de choc a parcouru la pièce comme une vague. Madame Rousseau, la voisine septuagénaire qui m'avait soi-disant accusé d'avoir volé sa broche art déco, a couvert sa bouche de ses mains ridées, horrifiée par ce qu'elle voyait. Son mari a posé une main protectrice sur son épaule, comme pour la protéger de cette révélation brutale. C'est complètement hors contexte. Camille a crié, sa voix montant dans les aigus alors qu'elle s'avançait rapidement pour tenter d'éteindre la télévision. Vous avez manipulé ces images. C'est un montage. Jacques l'a retenu par le bras, ses doigts de chirurgien s'enfonçant dans la soie de sa robe de designer. Son visage, que j'avais vu sourire à travers tant d'épreuves, était maintenant un masque d'incrédulité et d'horreur grandissante. La confusion initiale cédait progressivement la place à une compréhension douloureuse. « Attends » a-t-il dit simplement. Sa voix tremblait comme je ne l'avais jamais entendu trembler, même lors des funérailles de son père. L'enregistrement a continué son implacable révélation. La sonnette a retenti dans la vidéo, faisant sursauter tous les spectateurs comme s'ils étaient directement impliqués. Et puis Philippe est entré en scène, son sourire confiant et sa démarche assurée si familier à tous dans cette pièce, le parrain attentionné de Louis, l'ami loyal de Jacques, le médecin respecté de la communauté. Un silence sépulcral, presque religieux, s'est emparé de l'ambiance lorsque les baisers passionnés entre les amants ont commencé sur l'écran. Le bruit des respirations suspendues était le seul son audible. J'ai détourné momentanément les yeux de la vidéo pour regarder mon fils, et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur plus que toutes les trahisons, l'instant précis, capturé dans le temps comme une photographie tragique, où sa confiance, son mariage et son amitié la plus proche s'effondraient simultanément sous ses yeux. Quand est venue la partie sur le détournement systématique d'argent du cabinet médical, Jacques a physiquement chancelé, comme frappé par une force invisible. Sa main a cherché le dossier d'une chaise pour se stabiliser. Le visage de Philippe est devenu livide, et il a tenté de se diriger discrètement vers la porte, sa coupe de champagne abandonnée sur une console.
Mes 2 amis de Jacques, des collègues médecins qui avaient immédiatement compris la gravité de ce qu'ils venaient de voir, ont silencieusement bloqué la sortie, leurs expressions désormais dures et accusatrices. La partie la plus difficile restait à venir, celle que j'avais hésité à montrer publiquement. Quand la vidéo a révélé leur conversation sur mon placement forcé en maison de retraite et la mention désinvolte de Philippe sur la possibilité d'accélérer les choses avec des médicaments qui ne laisseraient pas de traces, un halètement collectif a traversé la pièce. J'ai vu plusieurs invités porter instinctivement la main à leur gorge, comme si l'air leur manquait soudainement. Dans le coin de mon œil, j'ai aperçu le petit Louis, qui observait la scène avec ses yeux d'enfant qui comprennent plus qu'on ne le croit. Son petit visage reflétait une confusion mêlée d'inquiétude, ses boucles blondes, si semblables à celles de son père enfant, encadrant des traits qui semblaient soudain plus âgés. « Sors de ma maison !» La voix de Jacques est sortie comme un murmure étranglé, à peine audible, mais chargée d'une émotion si dense qu'elle semblait résonner dans chaque recoin de la pièce. Ses yeux, fixés sur Camille, étaient ceux d'un homme qui regardait une étrangère. « Jacques, mon amour, je peux tout expliquer. » Elle a édité ses vidéos, manipulé les images. C'est sa vengeance parce que je t'ai ouvert les yeux sur son état mental. Le désespoir dans sa voix aurait presque pu sembler convaincant, si nous n'avions pas tous été témoins de la vérité crue qui venait de se dérouler devant nos yeux. « Sors de ma maison !» Le cri de mon fils a déchiré l'air comme un coup de tonnerre, réverbérant contre les murs de cette demeure qui, quelques minutes plus tôt, abritait une célébration. Le petit Louis a sursauté violemment dans les bras de la nounou et a commencé à pleurer, son visage rougissant rapidement comme le ciel au coucher du soleil. Philippe, reprenant enfin ses esprits, a fait un pas en avant. Son visage, habituellement si charmant lors des dîners et réceptions, était désormais tordu dans une grimace qui tentait maladroitement d'imiter la sincérité. « Jacques, mon ami, écoute-moi. C'est un terrible malentendu. Nous. » Il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase. Le poing de Jacques l'a atteint avec une précision chirurgicale, portant dans ce coup la force de cette année d'amitié trahie, de confidence partagée, de confiance brisée. Philippe a trébuché en arrière, heurtant violemment la table du buffet d'anniversaire. Assiette, verre et le gâteau que j'avais passé la matinée à préparer se sont écrasés au sol dans un fracas assourdissant, transformant le joyeux repas en un chaos de porcelaine brisée et de crème pâtissière, métaphore parfaite de ce que devenait notre famille. « Je vais appeler la police », a déclaré Richard, un autre collègue de Jacques et ami de longue date, déjà le téléphone à la main, son visage reflétant un mélange de dégoût et de détermination. Camille semblait enfin réaliser pleinement l'ampleur du désastre qui se déroulait. La façade de la femme blessée et incomprise s'est effondrée comme un château de cartes, laissant apparaître son vrai visage. Son regard calculateur est revenu, froid et tranchant comme une lame, et elle s'est tournée vers moi avec une haine pure qui ne nécessitait plus aucun masque social. « Vous avez tout ruiné, espèce de vieille fouineuse. Tout ça pourquoi ? Pour garder votre précieux fil attaché à vos jupes ?» Ces mots étaient venimeux, cherchant à blesser une dernière fois avant que tout ne s'écroule définitivement. « Non, Camille, » ai-je répondu, surprise par le calme qui habitait ma voix. « Tu as fait ça toute seule. Chaque choix, chaque mensonge, chaque vol. J'ai simplement refusé d'être ta victime. » La rage a déformé ses traits d'une beauté classique, la transformant momentanément en quelque chose de méconnaissable. Elle s'est avancée vers moi comme pour m'attaquer, mais plusieurs invités l'ont immédiatement retenue. Louis pleurait maintenant à gros sanglots, sa petite voix perçant à travers le chaos, un rappel déchirant de l'innocence prise en otage dans ce drame d'adulte. Ignorant Camille qui se débattait, je me suis dirigé vers mon petit-fils, le cœur serré de le voir si bouleversé. Je l'ai pris doucement des bras de la nounou visiblement dépassée par les événements. Il s'est immédiatement accroché à moi, ses petits bras autour de mon cou, comme il le faisait toujours après un cauchemar nocturne. « Grand-mère est là, mon petit » ai-je murmuré contre ses boucles blondes, respirant son odeur d'enfant mêlée au parfum sucré du gâteau qui avait éclaboussé sa chemise. « Tout va bien maintenant. Les monstres vont partir. » Par-dessus sa petite tête, j'ai observé la police arriver avec une efficacité discrète,
emmenant Camille qui protestait bruyamment et Philippe qui avait maintenant adopté un silence résigné. Leurs silhouettes s'éloignant escortées dans la lumière dorée du soleil couchant semblaient déjà appartenir à un autre monde, comme des personnages quittant une pièce de théâtre tragique. Mais je savais que la véritable tragédie ne faisait que commencer. J'ai cherché mon fils du regard, et l'ai trouvé assis seul dans un coin, effondré sur lui-même, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées de sanglots silencieux qu'il tentait désespérément de contenir. La vérité avait été révélée, la justice avait commencé son œuvre, mais à quel prix pour nos cœurs? Peu à peu, les invités sont partis, murmurant des paroles de soutien gêné, promettant d'appeler plus tard, nous laissant seuls avec les débris de ce qui devait être une journée de célébration. La maison, qui résonnait quelques heures plus tôt de rires d'enfants et de conversations animées, semblait maintenant étrangement vide et silencieuse, comme si les murs eux-mêmes étaient en deuil. Cette nuit-là, quand tout le monde fut parti et que Louis s'était enfin endormi d'épuisement après de longues heures de questions sans réponse adaptées à son âge, Jacques et moi nous sommes retrouvés sur la terrasse de ma maison. La Méditerranée s'étendait devant nous, vaste et éternelle, ses eaux scintillant sous la lumière argentée de la lune comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Les étoiles continuaient leur course immuable, indifférentes aux drames humains qui se jouaient sous leurs regards distants. Pendant longtemps, nous sommes restés assis côte à côte dans un silence qui en disait plus long que tous les mots du monde. Le seul son était celui des vagues légères caressant le rivage en contrebas, parfois, le tintement lointain des mâts de bateaux dans le port. Comment n'ai-je rien remarqué? Jacques a finalement rompu le silence, sa voix rauque d'avoir tant pleuré trahissant une vulnérabilité que je n'avais pas entendue depuis son adolescence. Comment ai-je pu être aussi aveugle? La question n'était pas vraiment adressée à moi, mais plutôt à l'univers, à ce destin cruel qui avait placé sur sa route une femme capable d'une telle tromperie. L'amour rend aveugle, mon fils, ai-je répondu doucement, cherchant les mots justes pour apaiser une douleur que je savais inguérissable dans l'immédiat. Et elle était extraordinairement douée dans ce qu'elle faisait. Ces personnes, elles ont un don pour manipuler les âmes les plus pures. Il a hoché la tête lentement, le regard perdu dans l'horizon où le ciel et la mer se confondaient dans l'obscurité. 3 ans à vivre un mensonge, a-t-il murmuré, comme s'il calculait le temps perdu. Et Philippe, mon meilleur ami depuis la faculté de médecine. L'homme qui a tenu Louis dans ses bras à sa naissance. Comment ont-ils pu? Sa voix s'est brisée sur ces derniers mots, incapable de formuler complètement l'horreur de cette double trahison. Je suis tellement désolé, Jacques, ai-je dit, sentant mes propres larmes menacées de couler. J'aurais voulu trouver une manière moins douloureuse de te révéler tout cela. J'ai hésité pendant des semaines, torturé par ce que je devais faire. Il a tourné son visage vers moi, et malgré la pénombre, j'ai pu voir la vérité dans ses yeux, les mêmes yeux que son père, reflétant la même intégrité fondamentale que rien ne pourrait jamais détruire complètement. Jacques a alors pris ma main ridée entre les siennes, ses mains de chirurgien qui sauvaient des vies quotidiennement mais qui, ce soir, cherchaient elles-mêmes à être sauvées. « Merci, maman » a-t-il dit avec une sincérité qui m'a transpercé le cœur. « Si ce n'était pas pour toi. » Il a laissé la phrase inachevée, mais nous savions tous deux ce qui était implicite dans les mots non dits, dans cet espace entre les syllabes. Sans mon intervention, leur plan aurait probablement été mené à bien jusqu'au bout. J'aurais pu finir mes jours, confus et drogué dans une maison de retraite anonyme, croyant avoir perdu la raison. Jacques aurait pu perdre son cabinet, sa réputation, tout ce qu'il avait construit avec tant d'efforts. Et Louis, mon petit-fils aurait grandi sous l'influence de personnes capables d'une telle cruauté calculée. Le vent marin a apporté un léger frisson, ou peut-être était-ce le poids de ces réalisations qui nous faisait trembler. « Que ferons-nous maintenant ?» a demandé Jacques après un long moment, sa voix portant une note d'incertitude qui me rappela soudain le petit garçon qui courait vers moi quand il s'écorchait les genoux dans la cour de notre ancienne maison. J'ai serré sa main dans la mienne, puisant dans cette force tranquille que les années m'avaient apprise. « Un jour à la fois, mon fils, ai-je répondu, contemplant les lumières de la ville qui scintillaient au loin. Nous recommençons. Ensemble. Pour Louis. Pour nous. » Dans le ciel, une étoile filante a tracé une ligne éphémère, comme pour souligner mes paroles d'une promesse silencieuse.
Les 3 mois qui ont suivi ce que Jacques a commencé à appeler le dimanche de la vérité ont été comme naviguer en eaux inconnues dans une barque fragile pendant une tempête. Tout ce que nous pensions solide s'était révélé illusoire. L'enquête policière a confirmé chaque soupir de mes enregistrements. Camille et Philippe avaient détourné près de 230 000 € du cabinet médical privé de Jacques sur 2 ans. L'appartement à Cannes, enregistré au nom d'une société offshore, a été saisi. Les bijoux qui avaient disparu de ma maison ont été retrouvés dans un coffre bancaire à Monaco. La partie la plus difficile a été d'expliquer au petit Louis pourquoi sa mère n'était plus à la maison. Comment dire à un enfant de 5 ans que la personne qui devait l'aimer inconditionnellement l'utilisait comme un pion dans un jeu d'ambition? Au début, il demandait après elle plusieurs fois par jour, ses petits yeux confus cherchant dans chaque recoin comme si elle pouvait magiquement réapparaître. Jacques et Louis ont temporairement emménagé chez moi. Mon fils, toujours si fort et confiant, errait maintenant dans les pièces comme une ombre de lui-même, répondant aux patients de façon automatique, rentrant à la maison seulement pour s'enfermer dans la chambre d'amis pendant des heures. La nuit, je l'entendais pleurer doucement, comme quand il était petit et faisait des cauchemars. Un matin d'août, pendant que je préparais le petit déjeuner, Louis est entré dans la cuisine tenant un dessin. « Grand-mère, regarde ce que j'ai fait. » C'était un portrait simple, à la manière dont les enfants dessinent, 3 personnages en bâtonnets sous un soleil jaune brillant. « Papa, moi et toi, a-t-il expliqué, pointant chaque figure. Il n'y avait aucune représentation de Camille. Ce soir-là, j'ai discuté avec Jacques de la nécessité de chercher une aide professionnelle pour Louis. Il a besoin de comprendre, d'une manière adaptée à son âge, ce qui s'est passé, ai-je argumenté. Et toi aussi, tu as besoin d'aide, mon fils. Pour la première fois en plusieurs semaines, j'ai vu de la détermination dans les yeux de mon fils. Tu as raison, maman. Comme toujours. Docteur. Sophie Benoît, une psychothérapeute pour enfants recommandée par l'hôpital, a commencé à travailler avec Louis. Pour Jacques, nous avons trouvé le docteur Laurent, spécialisé en traumatisme et deuil. Et à ma propre surprise, j'ai également accepté de participer à quelques séances. Ce que Camille a fait n'est pas le reflet de toi en tant que mère ou belle-mère, a dit le docteur Laurent lors d'une séance conjointe. Certaines personnes sont simplement motivées par quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre complètement. Lors d'une audience préliminaire, j'ai rencontré Camille au tribunal pour la première fois depuis ce dimanche. Elle était plus maigre, son glamour habituel remplacé par une pâleur maladive. Quand nos regards se sont croisés, je m'attendais à voir de la haine, mais ce que j'ai trouvé était quelque chose de plus troublant, un vide absolu. Comme si elle regardait à travers moi vers quelques lieux lointains. C'est une sociopathe de haut niveau, a expliqué plus tard le procureur. Extrêmement intelligente et complètement incapable d'empathie authentique. Des personnes comme elle sont des maîtres dans l'art de mimer les émotions sans réellement les ressentir. En octobre, quand les feuilles dorées tombaient sur les parcs de Nice, nous avons reçu la nouvelle, Camille et Philippe avaient été condamnés à 5 ans de prison pour fraude, vol et complot. Les avocats avaient réussi à écarter les accusations liées au projet de me placer de force en institution, c'était leur parole contre un enregistrement où les intentions, bien que claires pour nous, étaient juridiquement ambiguës. La même semaine que le verdict, Louis a eu une crise à l'école. Il a attaqué une camarade qui avait mentionné quelque chose à propos des « mauvaises mères ». Le docteur Sophie nous a conseillé d'être plus présents, plus constants. Les enfants ont besoin de structure quand leur monde s'écroule, a-t-elle expliqué. Ainsi, nous avons établi une nouvelle routine. Jacques a réorganisé ses horaires à l'hôpital pour être à la maison tous les soirs pour le dîner. Je me suis chargé d'aller chercher Louis à l'école 3 fois par semaine. Le dimanche, nous avons transformé le déjeuner en famille en tradition sacrée. Lors d'un de ces après-midi dominicaux, tandis que Louis jouait dans le jardin avec le nouveau chiot que nous avions adopté, un bâtard caramel qu'il avait baptisé Éclair, Jacques et moi l'observions depuis la terrasse. « Tu sais, maman, dit-il, brisant notre silence confortable, j'ai beaucoup réfléchi à la confiance ces derniers temps. J'ai attendu qu'il continue. Pendant des années,
J'ai fait confiance aux mauvaises personnes et j'ai douté de ceux qui se souciaient vraiment de moi, il a soupiré profondément. Comment puis-je apprendre à Louis à faire confiance après tout cela? J'ai considéré la question un moment, observant mon petit-fils qui riait insoucieusement en lançant une balle au petit chien. La confiance n'est pas quelque chose que nous enseignons avec des mots, mon fils. C'est quelque chose que nous démontrons chaque jour, par de petites actions constantes. La confiance que Louis aura dans le monde sera le reflet de la confiance que nous avons en lui et les uns envers les autres. Jacques a réfléchi un moment et a acquiescé. Comme tu l'as toujours fait avec moi et papa. J'ai souri, ressentant une pointe aigre-douce en pensant à Pierre. Comme il aurait adoré voir son petit-fils grandir, même dans des circonstances si compliquées. Tu sais ce qui me fait le plus peur? Jacques a poursuivi. C'est qu'il y a encore des moments où elle me manque. La personne que je pensais qu'elle était. C'est fou, non? Non, mon cher. Tu aimais quelqu'un qui n'existait pas. Et le deuil des personnes qui n'ont jamais vraiment existé est peut-être le plus difficile à surmonter. En hiver, quand la Riviera française s'est couverte de décorations de Noël et que l'air s'est empli du parfum des châtaignes grillées et du vin chaud, Jacques a finalement réussi à dormir toute une nuit sans cauchemar. Louis a cessé de demander quand sa mère reviendrait. Et moi, à 65 ans tout juste, j'ai trouvé une nouvelle passion en donnant des cours bénévoles de français aux immigrants âgés dans un centre communautaire. Par un après-midi particulièrement froid de décembre, j'ai reçu une lettre adressée avec une calligraphie que j'ai immédiatement reconnue. Camille. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. C'était une confession complète. Des pages et des pages détaillant chaque mensonge, chaque manipulation, chaque vol. Elle décrivait comment elle avait rencontré Philippe 2 ans avant de connaître Jacques, comment ils avaient tout planifié méticuleusement, visant la stabilité financière de mon fils, éventuellement, l'héritage qui viendrait de moi. Je n'ai jamais eu l'intention de tomber amoureuse de Jacques, écrivait-elle. C'était juste une partie du plan. Le problème, c'est qu'à certains moments, j'ai presque oublié que c'était un plan. Ton fils est un homme beaucoup trop bon pour son propre bien. Et Louis? Louis a été l'imprévu qui a failli tout changer. J'ai lu ces lignes à plusieurs reprises, essayant de trouver des remords authentiques, mais je ne pouvais voir que du calcul. Elle terminait en demandant pardon, pas à moi ou à Jacques, mais à Louis. Dis-lui que sa mère l'aimait, à sa manière imparfaite. Peut-être la seule chose réelle que j'ai jamais ressentie. Je n'ai pas montré la lettre à Jacques. Certains secrets, ai-je décidé, sont des fardeaux que les plus âgés doivent porter pour protéger les plus jeunes. Je l'ai rangé dans une boîte, avec les vieilles photos de Pierre, pensant que peut-être un jour, quand Louis serait adulte, il pourrait vouloir lire ces mots et former ses propres conclusions. Le printemps a apporté un renouveau non seulement à la nature, mais aussi à nos vies. Jacques a rencontré Claire, une oncologue pédiatrique de Marseille venue travailler dans le même hôpital. Contrairement à Camille, elle était authentique dans sa simplicité, des yeux gentils qui voyaient vraiment les personnes, un rire facile et une patience infinie avec Louis, qui l'accueillait initialement avec méfiance. Elle est différente, maman, m'a dit Jacques un soir, après que Claire soit partie suite à un dîner en famille. Ce n'était pas une question, mais je pouvais entendre l'insécurité derrière l'affirmation. Oui, elle l'est, ai-je confirmé, serrant sa main. Mais ne te précipite pas. Le temps guérit, mais renseigne aussi à discerner. Fais confiance à ce que tu as appris. 1 an après le « Dimanche de la vérité », nous avons organisé une petite célébration pour le 6e anniversaire de Louis. Rien d'extravagant, juste des personnes qui se souciaient vraiment de nous. Claire a aidé Louis à cuire son propre gâteau, une tour tordue de chocolat qu'il a décorée avec fierté. Tandis que j'observais mon petit-fils courir dans le jardin avec d'autres enfants, le visage illuminé d'une joie authentique, j'ai senti une présence à mes côtés. C'était Jacques. « Merci, maman », a-t-il dit simplement. Pourquoi? Pour avoir été courageuse quand je ne l'étais pas. Pour avoir vu la vérité quand j'étais aveugle. Pour avoir protégé notre famille quand je ne pouvais pas. J'ai senti des larmes menacées de couler, mais je les ai retenues. C'est ce que les mères font, mon fils.
Nous protégeons les nôtres, peu importe leur âge. Tu sais, a-t-il continué, observant Louis qui montrait maintenant un tour à Claire, je crois que j'ai finalement compris quelque chose que papa disait toujours. Quoi donc? Que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours le chemin le plus court vers la paix. À ce moment, regardant mon fils qui retrouvait lentement la joie, mon petit-fils qui avait surmonté un traumatisme que beaucoup d'adultes n'auraient pas pu supporter, et la nouvelle amie qui devenait lentement partie de nos vies, j'ai compris quelque chose de profond. Parfois, nous devons perdre tout ce que nous pensions important pour redécouvrir ce qui compte vraiment. La trahison de Camille avait détruit l'illusion que nous appelions famille, mais des cendres est né quelque chose de plus fort, de plus vrai. Une famille construite non sur les apparences et les attentes sociales, mais sur l'honnêteté, le pardon et le courage de recommencer. 2 ans plus tard, à 67 ans, j'ai eu l'honneur d'être la première à danser au mariage de Jacques et Claire. Louis, maintenant âgé de 8 ans, a apporté les alliances avec un sérieux adorable. Grand-mère, m'a-t-il demandé pendant la fête, utilisant le terme formel qu'il avait récemment adopté parce qu'il le trouvait plus adulte, tu crois que ma mère pense à moi parfois? La question m'a prise au dépourvu, mais j'ai répondu avec l'honnêteté que je m'étais promise de toujours lui offrir, oui, mon petit. Je pense qu'elle y pense. À sa manière. Je ne me souviens presque plus d'elle maintenant, a-t-il confessé à voix basse. C'est mal? Non, Louis. Nos mémoires, comme nos cœurs, sélectionnent naturellement ce que nous pouvons porter. Il n'y a rien de mal à cela. Il a acquiescé, semblant soulagé, avant de courir rejoindre les autres invités. À la fin de cette soirée, je me suis assise seule dans le jardin éclairé uniquement par les étoiles et une lune croissante qui se reflétait dans la Méditerranée. J'ai pensé à Pierre, à combien il aurait adoré ce moment. J'ai pensé à tous les choix, grands et petits, qui nous avaient menés jusqu'ici. Une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises à 64 ans était qu'il n'est jamais trop tard pour défendre sa vérité. Que l'âge n'est pas synonyme de faiblesse ou d'insignifiance. Que les mères, peu importe l'âge de leurs enfants, ne cessent jamais d'être des mères protectrices, gardiennes, phares dans la tempête. Merci, Pierre, ai-je murmuré aux étoiles. Pour m'avoir enseigné le courage. Pour m'avoir donné notre fils. Pour être d'une certaine façon encore avec moi, guidant mes pas. Et pendant un bref instant, j'ai senti comme si la brise tiède qui caressait mon visage était sa réponse. Camille m'avait accusé de vol ce dimanche fatidique, mais la véritable voleuse était elle, essayant de dérober non seulement des objets matériels, mais la dignité, la confiance et l'avenir d'une famille entière. Cependant, il y a des choses que personne ne peut voler, la force qui vient de la vérité, l'amour qui surmonte les trahisons, et la sagesse que seules les années peuvent apporter. À 67 ans, avec mon fils à nouveau heureux, mon petit-fils s'épanouissant, et un nouveau chapitre de nos vies commençant, j'ai réalisé que ces caméras cachées n'avaient pas seulement révélé la vérité sur Camille. Elles avaient aussi révélé une vérité sur moi-même, que j'étais beaucoup plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Et c'est peut-être la leçon la plus importante pour toutes les mères, grand-mères et femmes de tout âge, ne sous-estimez jamais la force qui existe en vous. Il n'est jamais trop tard pour lutter pour ce qui est juste. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire, recommencer et redécouvrir la joie, même après la trahison la plus profonde. Car à la fin, comme je l'ai découvert cet après-midi ensoleillé de dimanche à Nice, la vérité trouve toujours son chemin vers la lumière. Il suffit d'avoir le courage de regarder dans les ombres et d'affronter ce qui s'y cache. Mon histoire est terminée, mais peut-être que la vôtre ne fait que commencer. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti la douleur de la méfiance, de la manipulation ou de l'injustice au sein même de leur famille. Peut-être avez-vous aussi été jugé à cause de votre âge ou vous êtes-vous senti invisible aux yeux de ceux qui auraient dû vous respecter. Partagez dans les commentaires, avez-vous déjà vécu des situations où vous avez dû prouver votre valeur malgré votre âge? Avez-vous affronté la méfiance de vos propres enfants ou la manipulation d'un proche? Votre expérience peut être le phare qui éclaire le chemin d'un autre cœur blessé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne.
Chaque inscription me donne la force de continuer à partager des histoires qui montrent que nous, les plus de 60 ans, ne sommes pas seulement spectateurs de la vie, nous sommes les protagonistes de nos propres batailles et victoires. L'âge nous a apporté de la sagesse, pas de la faiblesse. Jusqu'à notre prochaine rencontre, où ensemble nous prouverons qu'il n'est jamais trop tard pour défendre notre vérité.